Salam par les coudes, les amis. Retrouvez mon interview tout de suite en swipant là ou en cliquant quelque part. Sur Buzz de Fou. Salut à tous, bienvenue sur Buzz de Fou. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec un invité un petit peu spécial, un des plus grands artistes de la scène française. Je suis vraiment super content de le recevoir aujourd'hui. Découvert dans le Jamel Comedy Club en 2014, Monsieur Bounaïmin. Comment ça va? Frère, quand tu t'as présenté un truc comme ça, je crois qu'il allait y avoir un gars de ouf qui allait arriver. Mais t'es un gars de ouf, Non, Boun. non, T'es un gars de ouf. Si, si. Non, t'es Bon, on va un gentil, petit Max. peu parler de ton parcours, de ta vie aussi, qui n'a pas toujours été forcément facile. Tout d'abord, j'ai envie d'évoquer ta jeunesse. Donc, ta jeunesse à Bordeaux. Comment se passe un petit peu ta jeunesse pour toi? Bon, on est 5 enfants. Je suis le troisième. Ouais. Ma grande sœur est une élève très, je vais pas dire surdouée, mais très, très forte, quoi. Tout en première dans tout. Moi, j'arrive à chaque fois, ma grande sœur et moi, on a 5 ans d'écart. Donc, quand j'arrive en CP, elle sort le CM2. Je suis le frère d'eux, qui fait que, du coup, il y a déjà ce truc de positionnement, à te dire qu'il faut que tu sois à la hauteur des attentes des profs, des instituteurs. Je fais des études, j'arrive comme ça jusqu'à être en licence d'informatique. Et puis, oui, ça se passe. Ta période scolaire, elle se passe plutôt bien. Hein. Jusqu'à Oui, oui. 24 ans, t'es à l'école. Justement, comment ça s'est passé pour toi? Tu t'étais à l'aise à l'école? Je pense que je pense que c'est parce que j'ai beaucoup trop de facilité. Ouais. Et donc, du coup, j'étais un moyen. Ouais. Chez moyen plus. C'est vraiment celui-là qui fait rien du tout, mais qui passe quand même. Donc, ouais. Donc à un moment donné, tu as des envies de voir un petit peu ailleurs. Tu quittes Bordeaux donc pour venir sur Paris. Tu vis à un moment donné chez ta sœur, c'est ça? Ouais. Comment ça se passe? Ça se passe bien les premiers mois, Ouais. jusqu'à ce qu'il y ait les émeutes. Parce que je suis arrivé pendant les émeutes à des banlieues. Et puis au fur et à mesure, ça se passe de moins en moins bien parce que moi, j'ai pas envie d'être informaticien, j'ai pas envie d'avoir un patron, j'ai pas envie d'avoir des horaires, j'ai envie de faire de la scène, quoi. Et donc c'est un travail de nuit, sans vrai revenu. Et puis je dors dans la chambre de mon petit frère, quoi, de mon neveu qui était un bébé à l'époque, quoi. Et c'est vrai que quand t'arrives à 1h du mat dans la chambre d'un enfant et que derrière il faut aller à l'école, il faut faire les trucs, la cohabitation a cessé et je suis allé squatter chez les potes, etc. Tu as même vécu pendant 3 mois dans la rue. Ouais. Tu peux me parler un petit peu de cette période qui a été forcément difficile pour toi, mais je pense peut-être qu'elle a aussi été bénéfique dans un sens que au moins tu as pu peut-être apprendre des choses de cette période difficile. J'ai autant appris sur moi Ouais. que sur l'humain en général, en fait. Qu'est-ce que tu as appris justement sur toi et sur l'humain? Déjà, sur moi, je me suis dit, tu sais, si j'ai quitté Bordeaux, j'aurais pu y retourner vivre chez mes parents. Mais je m'étais dit, je savais que si je rentrais, je serais rentré en mode échec. Et je serais jamais revenu pour essayer de tenter de faire ce métier, quoi. Donc je me suis jamais permis de rentrer, je me suis jamais permis de leur dire que j'étais en galère. Et quand tous on était au téléphone, je leur disais que ouais, quoi, non, tout va bien, quoi. Et sur les autres, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de solidarité, en fait. Et T'as un souvenir marquant de cette période, de quand tu étais dans la rue, une personne qui t'a aidé ou quoi? Moi, je pense à une personne qui t'a tendu la main à un moment donné, Mouloud Achour. Oui. Ouais. Ouais. Tu peux me parler de ça un petit peu? Moi, je savais pas qui c'était. Ouais. Juste, je participe à une scène où il est juré. Et ce soir-là, je cartonne, quoi. Et
Et il me propose d'aller boire un verre avec lui après le spectacle. Et moi, je lui explique que j'ai pas d'endroit où dormir, quoi. Puis il me dit, ben, viens à la maison. Et donc, du coup, je monte sur son scooter et je squatte sur son canapé pendant des mois, quoi. Ouais. Tu lui dois beaucoup, quoi, à Mouloud. Je sais pas si devoir, c'est quelque chose. Ouais. Je sais juste que... T'es reconnaissant, en tout cas. Voilà, ouais. Et qu'il est comme ça, que j'ai rencontré des gens extraordinaires avec lui. Tu vois, les gars de la caution, son frère, Mourad, Salim, je sais pas où il est aujourd'hui, mais ouais, il y a eu des très très belles rencontres. Donc tu fais aussi un petit peu sur Paris des scènes dans des bars, dans des cafés, etc. Moi, je me demande comment l'envie de la scène un petit peu t'est venue. Je pense que c'est le besoin d'exister, de se dire que t'as une utilité dans le regard des gens. Ouais, je pense que c'est surtout le besoin d'exister. Puis Jamel, tu vois, j'étais fan de Jamel, d'Eric Ramsey, donc... Tu me dis le besoin d'exister, tu penses que ça vient d'où ça? Ce besoin d'exister, de montrer que tu es là. D'où tu vois cette force de caractère comme ça? Je sais pas si c'est une force de caractère, mais tu vois, mes parents parlaient pas français, sont très effacés. Ça, c'est ma grande sœur qui faisait les papiers. J'ai un grand frère qui est handicapé et on était très effacés. Il fallait pas faire de remous. Habille-toi mieux parce que sinon ils vont dire que les Chinois ils sont comme ça. Fais attention, sinon ils vont dire que les Chinois ils sont comme ça. Et nous rappeler tout le temps que c'était pas notre pays, quoi. Et ouais, je pense que inconsciemment ça s'est ancré en moi dans ce besoin d'exister, de se dire oui, mais si, c'est notre pays. C'est notre pays. D'abord le stand-up, tu démarres pas tout de suite par la scène finalement, tu démarres par le cinéma. En 2011 et 2012, tu joues dans 2 films. Raconte-moi un petit peu ça. Bah, en fait, c'est la première fois où je joue mon spectacle. Ouais. Et ben, la salle où je suis, qui s'appelle le Théâtre du Brady, et ben, il y a Nicolas Benamou qui habite en face, qui est donc un réal, qui réalise son premier film et qui me prend dans son film, quoi. Sans avoir vu mon spectacle, juste avoir vu mon affiche. Et il faut savoir qu'en fait, Nicolas Benamou, c'est le gars qui était avec Michael Youn sur le Morning Live. C'est lui qui filmait, filmait derrière. Derrière, il a fait énormément de films, aussi en deuxième. Donc, il était aussi avec Gaston Bide sur les Kaira, sur leur premier film. C'est un Gaston Bide passé sur le tournage, alors qu'il est en train de préparer les Kaira, avec David Diane. David Diane, qui est un vrai mec de Courtrajmé, et qui, voilà. Qu'est-ce que tu as appris justement de tout ça? Je pense que j'ai beaucoup appris en termes humains aussi. Ouais. La technique, je comprends rien. C'est ce que je disais à Cécile. C'est moi, tu me mets quelque part, dis-moi ce qu'il faut faire, et après j'y vais, on laisse le truc se passer. C'est beaucoup de l'impro, toi, même dans tes spectacles, hein, c'est vraiment beaucoup d'impro. Ouais. Tu vis au jour le jour, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. C'est ta philosophie de vie, ça, c'est vraiment au jour le jour, carpe diem, quoi. Plus que carpe diem, hein. C'est une tweet diem même. On y va, quoi. On y va, ouais. Non, ouais. Tu vois, le cinéma, c'est la même. Hein. C'est une espèce de colonie de vacances où tu es 24 plusieurs mois, plusieurs semaines ensemble. Et puis, dernier plan, clac. Tu dis, ah putain, j'ai fait des amis. Et puis en fait, c'est chacun sur notre queutru. Et moi, j'étais encore un ado dans ma tête, à me dire, on est ensemble. Et puis en fait, ça m'a fait grandir sur ça, quoi. Donc il n'y a pas que les scènes dans des bars et dans des cafés, il y a aussi, si je te parle d'un garage, avec Kairon, Ah, et surtout Kian. avec Novo, avec Kian aussi. Navo, Kian. Putain. T'as des souvenirs de cette période-là, un petit peu? C'est là que tous les trois, on a créé nos spectacles, quoi. C'est là que
que Kian a rencontré Navo aussi, qui à la base est un ami d'enfance de Kéron, et où tous les quatre, on était... ouais, c'était... je ne vais pas dire que c'était une dream team, mais voilà, quoi, c'était... T'as un souvenir marquant de cette période-là, avec eux? Je me souviens du jour où on a fait l'affiche, on a fait à l'arrache avec un pote à Navi, qui était donc la meuf de Navo. Et on était à La Chapelle, on a voulu faire des photos sous le pont aérien, et les photos sont sorties, et on a fait, waouh, ok. En vrai, on a une belle image, on est cool ensemble. Et puis, ouais, putain. Ah, il y avait des insultes de ouf. Parce que le spectacle commençait avant le spectacle, en fait. C'est-à-dire que c'était un garage, la porte était fermée, et les gens faisaient la queue, et nous, on commençait déjà à les vanner avant qu'ils rentrent. Quand ils s'assoient, on les plaçait. Et puis c'est là qu'on a créé des interactions entre tous les trois. Derrière, on faisait des briefings avec Navo, qui remettait, tu sais, qui validait. Tu sais, tu fais, ouais, à un moment, t'as fait ça, etc. C'était bien, il faudra le refaire. Cette interaction avec ce gars-là, etc. Ouais. Ouais, c'est... je pense qu'en un an, on a pris, on a pris bla l'expérience, quoi. Ouais. Et puis t'es repéré par un certain Alain Degois. 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 Ouais. Qu'est-ce que lui t'a apporté? Alors, le truc, c'est que c'est Éric Antoine. Ouais. Qui va, à ce moment, travaille chez Michel Drucker. Mm-hmm. Il fait des tours là-bas. Et lui, il me contacte on se connaissait d'avant. Il me dit, ouais, là, il y a Jamel qui est invité pour son nouveau spectacle et tout. Ça peut lui faire plaisir de te voir. On va écrire des trucs ensemble, et puis voilà. Et donc, je me retrouve au studio Gabriel avec lui. Jamel est venu avec Alain Degois, qui est donc le mastermind, quoi, le pape de l'impro du 78, et qui avait sorti Melja du collège pour le mettre à l'improvisation, quoi. Et donc, en 2014, tu intègres le Jamel Comedy Club. Ouais. Tu passes finalement du RSA à 2000 € par mois, c'est ce que j'ai lu. Ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie, ça, le Jamel Comedy Club? Ça a fait que socialement, j'existais. Ouais. Quoi, pour la société. C'est-à-dire que... Avant, tu n'existais pas pour la société? Ben, j'étais payé au chapeau, tu sais, j'avais pas d'adresse. Donc ça a été un tournant pour toi, cet entre. Ça a été un tournoi administratif. Ok. Ouais. Et puis, puis c'était... c'est la première fois que je prenais l'avion, que j'avais un passeport, pour aller au Maroc, quoi. Pour le Marrakech du Rire 0 qu'on a fait. C'est la première fois que j'ai pris l'avion, quoi. En 2019, ouais, Marrakech du Rire. Non, avant. Ah, avant aussi 2014, ouais, le tout premier. 2014 Attends. 2019, c'est celui que t'as vu? 2019, c'est le dernier que t'as fait. Oh, ok, d'accord. Donc c'est 2010 alors. 2010 C'est avant même que Marrakech du Rire passe sur M6. Ok. On était parti avec une équipe, dont Yacine, Dedo, Malik Bentala, Redouane, Wahid, je sais plus s'il y avait Boudère. Mais ouais, quoi, on était une équipe, et on voulait essayer, quoi, Jamel et ses potes voulaient essayer de voir si c'était possible de faire le Marrakech du Rire. Ah, donc t'as été vraiment au tout début du Marrakech du Rire, quoi. Ah oui, avec, c'était la version brouillon. Ouais, la version essai, quoi. Ah ouais, oh là là. Et au final, ça a pris, quoi. Au final, ça a pris. Ben ouais. Qu'est-ce que Jamel Debbouze t'a apporté dans ta vie? De l'expérience déjà, forcément. Surtout un espèce de Nindo, tu sais, comme dans Naruto, en fait. Ouais. C'est la seule barrière, c'est toi qui te la mets, en fait. C'est pas les autres, c'est pas les trucs. Lui, il est tellement capable de faire un petit gars comme As qui fait des trucs de fou. Ça nous a montré que tout est possible, en fait.
Vraiment, tout est possible. Tu sais, moi, je voyais en tournage qui sautait sur des chevaux et je fais waouh, putain. Alors que nous, on flippait sa mère. Tu sais, ouais, puis. T'as un souvenir, pareil, un souvenir un petit peu marquant, vraiment le truc que tu ne peux jamais, que tu ne pourras jamais oublier du Jamel Comedy Club? Ben, le jour de l'enregistrement, là, tu sais, Ouais. sketch, tu sais, le sketch qui est passé sur l'émission, Ouais. c'est des blagues que je racontais, c'est des trucs que j'avais racontés sur ce premier voyage à la piscine, le premier ou deuxième soir à Django. Il y avait Django, il y avait La Fouine, il y avait, je sais plus quoi, c'était. Et donc, quand on enregistre cette émission-là, euh, on est dans les loges, quoi, tu sais, dans les loges. Da- derrière, derrière le Comedy Club, en fait, tu as une cour où, et les loges sont en haut. Et avant de passer au truc, quoi, donc je suis avec Blanche, et Blanche Gardin, Ouais. et Jamel a un amour fou pour Blanche. Et puis, il me dit, hé mec, ça, tiens, regarde, là, ça c'est une petite clé USB. Tu regardes pas tout ce qu'il y a autour, pense pas à comment ça va se passer à la télé, comment ça va, le truc. Là, tu vas sur scène, tu prends cette clé là, il y a un programme, c'est je m'en bats les couilles, tu la mets dans ton huc, tu y vas, tu fais ton truc et t'inquiète, ça va rouler. Et ouais. Et ça a roulé. Ça a roulé, ça a roulé. T'es fier de cette période quand même? Oui, Ouais. oui, oui, oui. Ah, je suis fier de T'as tout. aucun regret de tout ton parcours? T'as aucun regret? Hmm, non. Non, 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 parce que les erreurs, les embrouilles, ça fait partie de la vie et c'est ce qui fait que ce que je suis aujourd'hui et comment je pense aujourd'hui. Et j'espère que je continuerai de faire des erreurs pour continuer de devenir un meilleur humain, en fait. Parce qu'à chaque fois, on dit que les Asiatiques, quoi, les Chinois, on fait des contrefaçons, mais on essaie de devenir des meilleures versions de nous-mêmes chaque jour. Chaque jour, chaque jour. Ton premier one-man show, Chinois Marrant, Ouais. apparaît ensuite. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça? Donc c'était c'est ton tout premier, hein, c'est ton premier bébé, on va dire. C'est les premières fois où vraiment tu montais sur scène pour ton one-man show, quoi. Ben, tu sais, comme je t'ai dit, tu sais, pour faire le film tu sais, de L'huile sur le feu avec Nicolas Benamou, Ouais. et l'autre c'était Comme un chef, Mhm. de Daniel Cohen avec Jean Reno et Issa Doumbia, et Michael Youn aussi. T'étais déjà monté un peu sur scène. Ben, j'avais mon spectacle qui s'appelait La France aux Chinois, je crois que ça s'appelait comme Ok. ça. C'est cette affiche-là que Nicolas avait vue. Et en fait, Chinois Marrant, c'est un combo de ce spectacle, des sketchs que je continue de créer. Et c'est une idée marketing de Kéron, tu vois, qui me disait, ouais, quoi, à chaque fois que tu passes sur un plateau, les gens, ils n'arrivent pas à se souvenir de ton nom, et ils voient juste qu'ils ont vu un Chinois qui était marrant, quoi. Donc fais-toi appeler Chinois Marrant et monte sur scène. Ouais. Parce que là, le premier vrai spectacle que j'ai travaillé avec Papy, Alain Degois, s'appelait La légende de Bounaïmin. Ouais. Où c'était comment j'expliquais ma fabrication d'identité, en fait. Comment chacun de nos actes, en fait, on essaie de laisser un bout de vécu dans l'histoire de l'humanité, quoi. Il y a une anecdote assez folle sur ton spectacle, c'est que le 11 novembre 2015, tu joues ton spectacle au Bataclan, et le 13 novembre 2015, malheureusement, il y a les attentats à Paris. Tu en as même parlé, hein, Ouais. dans ton spectacle. Ça t'a choqué, qu'est-ce que ça t'a fait, ça? Ben, je pense que ça a choqué Ouais. le monde. Hein. Ça a Non, mais choqué je le te monde. parlais justement d'être 2 jours avant ton spectacle. Peut-être que tu t'es dit, peut-être qu'il y a eu quelque chose en toi qui t'est dit, ça aurait pu être moi, quoi. Ben, il y a ça, il y a aussi quand, ouais, quelques semaines avant, je vivais encore à rue de la Goutte d'Or, que l'immeuble où ils sont, où ils se sont fait tirer dessus,
On le voit, je le voyais tous les jours. Donc, ouais. C'est pas le fait de. Ça aurait pu être moi. Ça a juste été en mode. Euh, ouais. Du jour au lendemain, il y a une salle qui peut se remplir de rire et le lendemain, ça. Ouais, c'est de l'incompréhension, du désespoir. Et j'ai une pensée pour tous ces vigiles là, qui ont sauvé des vies, vraiment sauvé des vies. En mode. Ils ont fait fuir des gens de partout. Donc, ouais. Dans ton spectacle, tu évoques plusieurs sujets, notamment tu évoques des clichés, tu évoques le racisme, etc. Tu penses que justement évoquer ce genre de choses, ça fait avancer les choses ou juste voilà, tu fais ça en mode bah les couilles, juste pour faire rigoler? Non, je fais juste ça pour essayer de faire avancer, Ouais. mais pas les choses, les gens qui sont là. Tu vois, j'ai eu une grosse discussion sur un trajet avec un taxi qui me disait que nous, les artistes, les personnes un peu connues, qui ont une communauté, devaient pousser les jeunes à aller voter, qu'il fallait qu'on utilise notre présence médiatique pour pousser les gens à ça. Et moi, à mon humble avis, hein, moi je suis qu'un humain. Donc mon truc, si je peux juste bouger les quelques personnes qui sont autour de moi à un moment T, ça me suffit amplement. Et tu as un exemple d'une personne qui a évolué justement grâce à ça? Bah, tous les soirs, je reçois des mails de, tu vois, un jour j'ai reçu un mail d'une jeune fille qui était venue avec sa mère et après avait dîné avec elle pour lui faire son coming out. Juste la semaine dernière, j'ai reçu un mail fantastique d'une femme avec une polyarthrite et du psoriasis qui m'a écrit, ben, je sais pas, ça va faire 3-4 pages de remerciements et d'explications de comment elle avait vécu le spectacle et comment le fait que je l'accepte comme elle est et que je dis aux gens, c'est juste subtilement, de ne pas le juger, ça l'avait touché. Et ouais. Oui, tous les jours, je reçois des petits trucs comme ça. Et... Tu reçois beaucoup de messages positifs, mais forcément, il y a aussi des personnes qui te critiquent. Comment justement ça, tu le vis? Tu as du mal quand même avec les critiques quand elles sont pas très constructives, quand c'est des messages haineux? J'ai même vu que tu avais reçu des menaces de mort. Ouais. Tu as du mal avec ça ou ça te passe au-dessus? C'est 1% des messages. Et donc, je m'y attarde pas, quoi. Ouais. Je m'y attarde pas. Tu arrives à passer outre Bah ouais. Ouais. Oui. C'est ce qu'il faut faire, en fait. Et c'est con, parce qu'on a toujours tendance il y a une merde qui t'arrive dans la journée, et ben c'est ce que tu vas te rappeler de ta journée. Alors que dans la journée, t'as respiré déjà, c'est une chance de ouf. Là, on l'a vu avec le Covid, là. La respiration, c'est un truc... ça a l'air tellement de base, mais si ça foire, ben... Donc, ouais, profitez de chacune de vos respirations, les gars. Vous savez pas. Bon, il y a le stand-up, il y a aussi donc le cinéma. On te retrouve prochainement dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, avec plein de grosses personnalités, Zlatan Ibrahimovic, etc. Comment on t'a annoncé la nouvelle? D'ailleurs, vous avez déjà commencé à tourner, hein, je crois. Alors moi, j'ai fini la partie. Ouais. Là, il reste encore 2 mois. Et c'est Guillaume Canet qui m'appelle pour venir voir le spectacle. Alors, d'abord, c'est Mathieu. Mathieu qui est le premier assistant de Guillaume et qui est aussi le premier assistant d'Éric Judor voilà, avec qui j'ai tourné Platane et Problemos, et qui m'appelle pour me dire que voilà, y a Guillaume Canet qui prépare un film et qu'il aimerait bien me voir. Donc on met en place un rendez-vous pour qu'il vienne voir le spectacle. Donc il vient voir le spectacle avec Ramzy. Et ouais, et dès le début du show, je vois Ramzy qui monte sur une table, qui se jette par terre
en criant « Oh, le bâtard !» Et puis, ça se passe. Et puis, ben voilà, il me dit, voilà, on va tourner en Chine, on a besoin de quelqu'un pour un très gros rôle. Et on a pensé à toi, quoi. Donc tu as un très gros rôle dans ce film. Ben, c'est le rôle du méchant. Je sais pas si c'est un très gros rôle. Ok, mais on va te voir beaucoup, quoi. Je sais pas. Je sais Ouais. pas du tout. C'est pas moi qui décide. Mais c'est juste que quand je te dis un très gros rôle, c'est que En tout cas, t'es fier d'incarner ce rôle-là? ouais. 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 Je suis surtout fier d'avoir je vais pas te dire de. Tout à l'heure, je te disais qu'on essaie de marquer un bout de l'histoire de l'humanité. Être dans un Astérix, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la culture française, en fait. C'est dans 10 ans, 15 ans, il y aura des gens qui diront ouais, le méchant dans ce Astérix-là, c'était Boulaïmine, quoi. Donc, ouais. Et tu aurais pu être à l'affiche aussi d'un film qui a cartonné, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, que tu as refusé de faire. J'ai pas refusé. J'ai dit, c'est pas moi. C'est pas pareil. D'accord. Donc t'as pas refusé, mais tu te sentais pas apte ou tu te sentais pas. Non, c'est-à-dire que le rôle, il était écrit. Pas pour toi. Ouais, moi je voyais le personnage. Le personnage, c'était Frédéric. C'est voilà. Et pourtant, et en plus, tu as dit que le film allait cartonner. Tu le sentais, oui, tu le savais. Ben, on vit dans une ère où, mec, on le voit en ce moment. Hein, les gens sont blindés de clichés, donc c'était sûr que ça allait cartonner, quoi. Là, je crois qu'ils viennent de finir le 3, là. Ouais. Donc ouais. Oui. En 2021, tu seras aussi à l'affiche du film de Mouloud Achour. Oui. Forcément. Oui, ouais. Comment ça s'est passé, ça, pareil forcément, donc toi, t'es hyper proche de Mouloud Achour depuis tes débuts, hein, au final, puisque comme on le rappelle, il t'a tendu la main, il a toujours été là aussi pour toi. Pareil, t'es fier de jouer dans ce film-là? Ouais. Avec plein de potes à toi en plus. Jimo. Plein de potes à lui. Ouais, aussi. Plein de potes à lui. Non, c'est surtout le fait de se dire que, ouais, quoi, on part d'une idée et. C'est quoi le pitch du film pour je suis pas de le pitcher. Je suis pas de le pitcher. Je peux juste te dire que, vu que ça s'appelle Les Méchants, en fait, c'est vraiment ça. On sait pas qui est le méchant, en fait. Est-ce que dans les mecs dans les news, c'est sur les fake news, sur comment un petit truc peut grandir et devenir immense parce que les médias choisissent que c'est lui maintenant le méchant, ou l'inverse. Est-ce que c'est pas les médias les méchants? En fait, je peux pas le pitcher. Mais oui. Non, ce qui est ouf, c'est que on part de une idée, ça écrit ça rétrécit à ça. Après, il y a un pré-montage et maintenant il y a un film. C'est de voir Mouloud se taper comme ça et kiffer sa mère à faire ça m'a vraiment fait plaisir, quoi. Et donc du 2 juillet au 9 juillet, tu fais partie de la route des vannes, avec, je pense à Verino, je pense à Noël Jacksman, Paul Tyler également. Parle-moi. Tania Dutel. Tania Dutel aussi, bien évidemment. Parle-moi un petit peu de ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc la route des vannes, c'est quoi? C'est Fanny, notre productrice, m'appelle en me disant « Ouais, ils vont peut-être réouvrir cet été, on a peut-être moyen de jouer en extérieur. Est-ce que ça te dit qu'on le fasse ?» Ça faisait 1 an qu'on jouait pas. J'ai fait, ben vas-y, moi, accepte tous les plans, accepte vraiment tous les plans. On fait, quoi. Et donc là, elle a pris des châteaux, quoi. Elle a rencontré des gens dans les châteaux, donc on va jouer dans des vignobles. On vient avec notre scène, quoi, notre camion, on installe la scène tous les jours. On a un petit van, où on se promène de château en château. On joue, on teste, on rigole, voilà. Surtout, on rencontre des gens, on revoit des gens, quoi. Et juste après la route des vannes, il y a aussi ton spectacle, Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent, qui revient aussi, donc tu es à l'Européen, je crois, du 12, 13 et 14 juillet, c'est ça?
Non, à partir du 15 juillet. À partir du 15 juillet. Ok. Ouais. À partir du 15 juillet, donc à l'Européen. T'es content de retrouver ton public? Ouais. Que tu avais déjà retrouvé à l'île Maurice en janvier, il me semble. En c'est ça janvier, ouais. Ouais. Janvier à l'île Maurice. Non, et puis que là, j'ai joué à près de Aix-en-Provence. Ouais, j'ai joué deux, trois dates déjà, à Nancy aussi. Donc ouais, c'est déjà fou. Et je pense que les gens sont tellement heureux de ressortir. Mais ils sont encore un peu sceptiques. Ils sont pas encore au courant qu'on peut ressortir aussi. Tu vois, il y a des gens qui étaient même pas au courant qu'il y avait des élections. Donc ils sont pas encore tous au courant, quoi. Donc surtout, moi, il n'y a pas de passe sanitaire. Ça, c'est très important pour moi de ne pas obliger les gens à se faire vacciner ou à passer des tests PCR, etc. et tout. Venez. Donc le monde appartient à ceux qui le fabriquent. Tu vas parler de quoi dans ce spectacle, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de le voir? J'essaie de déconstruire, J'essaie de déconstruire un peu à ma manière comment le monde est fabriqué, qu'on arrête l'hypocrisie, voilà, je sais pas, c'est pas militant de dire que le monde il appartient aux vieux hommes blancs, hétéros, et oui, et de dire en fait qu'il y a le monde et ton monde, que chacun, et que le monde entre guillemets, c'est un ensemble de mondes intérieurs, quoi. Donc, et que c'est le travail de toute une vie, en fait, d'essayer de devenir ce que toi tu veux, et pas d'essayer de devenir ce que les autres veulent que toi tu deviennes. C'est une très belle phrase. J'ai presque envie de finir là-dessus, mais on va finir sur tes projets. Donc il y a le cinéma, la scène. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Est-ce que peut-être tu as envie d'écrire un film toi-même? On est en train d'écrire une série. Ok. Voilà. Que j'espère finir d'écrire avant septembre. Voilà. Là, je vois Eric pour. Je lui ai pitché le truc. Il est déjà très très excité. Donc je suis en train de finir d'écrire l'épisode 1. J'aimerais. Je vois la première saison en 6 ou 8 épisodes de 26 minutes, quoi. Et ouais. Et très brièvement, ça va parler de quoi? Ça s'appelle Le Chinois. Ok. Ouais. Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Bounaïmin? De continuer d'être heureux. Ouais. Tu l'es actuellement? Oui. Ouais. Et surtout de continuer de rencontrer des gens comme toi, Max. Comme toi aussi. En tout cas, on te souhaite plein de bonheur, Boun. Et j'espère vraiment que tous tes projets vont se réaliser et puis que tu vas encore avoir une très longue carrière. En tout cas, on te le souhaite. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre interview sur Buzz de Fou. Et puis à très bientôt. À très bientôt sur Buzz de Fou. Merci, Je ne savais même pas qu'on était à Buzz de Fou. Merci à toi.